Jusqu'à présent, on a eu l'occasion de définir le repère de symétrie. Je rappelle le repère de symétrie dans le cas du plan. Donc, dans le cas où vous avez f ou g qui est défini de i à valeur dans R2, alors le repère de Freinet il est défini par le point M qui est égal à g de S, le vecteur tangente de S c'est g' de S, et taux 1 de S, taux 1 de S, qu'on obtient en faisant la rotation par P sur 2 de taux de S. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un arc qui est défini dans l'espace, dans R3, quels sont les éléments qui permettent de définir le repère, son repère de Freinet? D'ailleurs, le repère de Freinet, même dans l'appellation, qui sont distingués. Dans le cas du plan, vous avez un repère de Freinet et dans le cas de l'espace, on définit le repère de Serre et Freinet. Alors, quelle est la différence entre les deux repères? Bien évidemment. Donc, je vais commencer par la première différence qui agit sur la paramétrisation choisie. Alors, la paramétrisation, il est défini de I à valeur dans R3, qu'à chaque S, on fait associer le point M est égal à J de S. Avec bien évidemment, c'est une paramétrisation qui définit l'arc gamma, qui est régulier et orienté, et qui est de place CK, avec au moins K supérieur ou égal à 3. Ça veut dire que elle est au moins deux fois dérivable. Donc, il est au moins trois fois dérivable. Donc, sans point d'inflexion, ça veut dire que J seconde de S est différent de 0, quel que soit S appartient à I. Et il est défini par la paramétrisation G, le repère de série freinée. Donc, on a étudié, dans ce cas-là, on a étudié les éléments suivants. Regardez. On a étudié le taux de S, qui est la tangente. On a parlé de ρ de S, qui est la norme de J seconde de S. Ils sont tous définis. On a parlé aussi de mi de S. Alors, le repère de ces réfrénés, il est défini par tous ces éléments-là, sauf que, puisque vous êtes dans R3, nous avons taux, mi, et nous avons un vecteur qui s'appelle bêta, qui est le produit vectoriel de taux et mi, pour compléter le repère de ces réfrénés. Alors, le repère de ces réfrénés, dans le cas de R3. Et on donne la définition. Alors, le repère de ces réfrénés, c'est le repère au point M est égal à J de S, c'est le repère défini par M taux de S, mi de S et bêta de S. Avec taux de S et J' de S, il y a la tangente, le vecteur tangent, il y a la tangente. Ici, c'est la normale principale. Principale. Ici, c'est le vecteur binormal. Le vecteur binormal. On l'appelle vecteur binormal. Bien évidemment, comme le changement d'orientation de gamma agit sur taux de S. Donc, lorsqu'il y a un changement d'orientation de gamma, vous aurez au lieu de M taux de S, mi de S, bêta de S, alors on aura moins taux de S et moins bêta de S. Mais par rapport à la normale principale, il n'y aura pas de changement. Donc, on remarquera que le vecteur bêta de S ne dépend que du point M est égal à G de S et non de la paramétrisation choisie. C'est tout à fait normal puisque les deux vecteurs qui sont l'objet du produit vectoriel, ce sont des vecteurs qui sont indépendants, ce sont des invariants géométriques, donc ils dépendent juste du point, mais pas d'autres facteurs. Alors, notons qu'un changement d'orientation de gamma que je viens d'expliquer de repère m taux de S change m taux de S mi de S bêta de S en m moins taux de S mi de S moins bêta de S. Et nous avons, alors, on doit en fait par la suite, donc, comme
Comme dans les formules, donc on a défini le repère de série freinée. Donc, on doit maintenant parler des formules de série freinée. Pour cela, on va utiliser une autre notion qui s'appelle la torsion. La torsion, c'est une notion, ou bien c'est un coefficient euh, qui permet, qui est très essentiel par rapport à la définition des formules de série freinée. Des formules de séréphrénie, c'est comme dans les formules, donc pour pour le plan. On a dit que vous avez un certain M temps 1, repère de freinée. Alors, et les formules sont définies par des temps ds, des temps 1, ds. Ce sont les dérivés des vecteurs unitaires. Alors ici, d taux sur ds, il est porté, on a dit qu'il est porté sur taux tout simplement. Et d de temps 1 sur ds, il a une composante moins rho 1 sur taux de s, taux 1 de s. Alors la première, c'est taux 1 de s et la dernière, c'est taux de s. Voilà, donc ce sont les composantes des formules de repère de Freinet. Par rapport au repère de série Freinet, on doit déterminer des deux temps sur ds en quoi ressemble, des deux mu sur ds aussi en quoi ressemble, et des deux bêta sur ds, elles ressemblent à quoi. Alors, pour savoir, on aura besoin de la torsion, de la notion de la torsion. Regardez la notion de la torsion. Donc, il s'agit tout d'abord de chercher des bêtas sur ds dans le repère de m temps mu de s bêta de s. Parce qu'on a une idée par rapport à des taux sur ds à peu près de quoi il s'agit, mais par rapport à bêta, on ne sait rien. Alors, regardez, m temps de s bêta de s mu de s bêta de s. Pour définir les coordonnées de d bêta sur ds, je vais commencer par dériver cette formule. Donc, cette formule, on vient à dériver bêta de s, scalaire bêta de s égale à 1. Donc, on dérive, on trouve que bêta de s scalaire d bêta de s est égal à 0. Ça veut dire que d bêta de s sur ds n'a pas de composante sur bêta de S. Ça veut dire il dépend juste du taux de S et mu de S. On va voir est-ce quelles sont les valeurs du coefficient de taux de S, mu de S. Alors regardez la première question, est-ce que D de bêta de S il est lié à D de taux de S, il a une composante sur D taux de S. Alors, la réponse, c'est dans le paragraphe suivant. Donc, on va dériver bêta de S scalaire taux de S. Alors, comme m temps mu, bêta de S est un repère direct et orthonormé, donc le produit scalaire de deux vecteurs qui sont distincts égale 0. Je dérive, on trouve la valeur suivante. Regardez, vous avez bêta de S, d taux sur ds plus taux de S, d bêta sur ds. D'où alors, je vais remplacer d de taux sur ds par l'expression en fonction de mi de s. Rappelez-vous que dans le paragraphe précédent, donc on a déterminé, on a vu que d de taux sur ds, c'est rho de s, mi de s. Alors, sachant que bêta de s scalaire mi de s, est égal à 0, parce que vous avez un repère qui est orthonormé direct. Donc, il s'ensuit que taux de S d bêta sur ds est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi la composante de d bêta sur ds est égale par rapport à la torsion, par rapport à la tangente, pardon, taux de S égale 0. Donc, d bêta sur ds n'a pas de composante sur taux de S. Donc, d bêta aussi sur ds n'a pas de composante sur taux de S. Donc, n'a pas de composante sur bêta de S, il n'a pas de composante sur taux de S. Certainement, il a des composantes sur le mi de S, la normale principale. Mais comment? On verra. Donc, de 1 et 2,
on a deux bêta sur deux S suivi de S sont collinéaires. Et par suite, il existe une fonction scalaire tau qui à chaque S on fait associer taux de S appelée la fonction torsion de la gamma, vérifiant 2 bêta sur ds est égal à la torsion de S mu de S. Alors, si M est égal à G de S est un point simple de gamma, le nombre taux de S est appelé la torsion de gamma. Tout simplement, donc, c'est la composante de d bêta sur ds sur la normale principale mu de S. Notons que la torsion ne change pas si on change l'orientation de gamma. Donc, on n'a pas de c'est un variant géométrique par rapport aussi à l'orientation. Donc, on verra un exemple. Regardez l'exemple suivant. Donc, c'est l'exemple de l'hélice. Puisqu'on appelle des hélices circulaires, la base c'est un cercle et l'hélice en fait, l'hélice, c'est la courbe engendrée par une torsion et une courbure qui est en fait qui se varie d'une façon constante. Alors, regardez, j'ai une surprise pour vous. Donc, j'ai un jeu des enfants, donc qui est, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous arrivez à voir ce jeu? Oui, madame. Alors, ce jeu-là, donc, il représente exactement ce que l'on appelle par, ce qu'on veut dire par un hélice, une hélice. L'hélice, c'est la composante, c'est la courbure et la torsion, ce sont deux éléments qui sont constantes. Donc, elle se tord, ça veut dire c'est une courbe de l'espace, mais qui varie d'une façon constante par rapport au plan, par rapport à la courbure et la torsion, pardon. Voilà. Et cette hélice-là est une hélice, c'est une hélice circulaire. Donc, il y a plusieurs types d'hélices. Voilà. Alors, et il y a plusieurs types d'hélices. Ça, c'est parmi ces types-là, donc il y a l'hélice circulaire. Et il y a d'autres, l'hélice circulaire parce que tout simplement, donc la base, c'est un cercle. Et la surface engendrée, donc ce sont des droites qui sont déplacées d'une façon euh, à suivre ce cercle-là. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle hélice circulaire. Mais l'hélice circulaire, ça veut dire qu'il est tracé sur la surface d'un cylindre, pardon. Donc, le cylindre, ce sont puisque le cylindre est circulaire, ce sont des droites qui sont engendrées par un cercle, on l'appelle, c'est pour cela on l'a appelé hélice circulaire, parce qu'elle est tracée sur la surface du cylindre. La torsion et la courbure dans ce cas-là, ce sont des valeurs constantes, donc elles se varient d'une façon constante. Et voilà un exemple de cette hélice circulaire. Nous avons f de t est égal à x de t à cosinus t, y de t à sin t, z de t est égal à b de t, avec a positif. On calcule la norme de f' de t. Alors, elle est égale à c, ça veut dire que la racine carrée de a au carré plus b au carré. On calcule f de t, qui est la prise curviligne. Elle est donnée par c de t. Ensuite, on calcule S moins 1, qui à chaque S, on fait associer S sur T. On considère la paramétrisation normale G de S définie par F rho S moins 1. Donc, le changement de paramètre, c'est S moins 1 de S. Alors, en appliquant ce que nous avons étudié jusqu'à présent par rapport à la tangente, qui est la dérivée première de G, et s'ensuit le résultat suivant. Regardez G seconde de S aussi, elle est calculée.
Et par conséquent, donc, nous avons le rho de S. Je rappelle ici que le rho de S, c'est la norme de G seconde de S. C'est la courbure. Ensuite, on a calculé le mu de S comme étant la G seconde de S sur la norme de G seconde de S. Et pour calculer la torsion, donc on doit calculer tout d'abord le bêta de S, taux de S mu de vectoriel mu de S, et s'ensuit que d de bêta est porté sur mu de S par, donc en utilisant ce coefficient moins B sur C carré. Donc c'est θ de S. Ceci permet de définir θ de S. Donc θ de S est égal à moins B sur C carré, qui est égal à moins B sur A au carré plus B carré. Donc, je rappelle, ici, vous avez, et voilà, donc on a défini le repère de Céré-Frémy dans ce cas-là. Donc, c'est notre repère de Céré-Frémy qui est défini par M, tau, mi et bêta. Et les invariants sont la torsion, le rho de S, la courbure, et la torsion, pardon, la torsion tau de S. Et puisque ce sont utilisés circulaires, donc la torsion et la courbure sont constantes. Alors maintenant, jusqu'à présent, on calcule la torsion après avoir calculé le bêta de S. Mais est-ce qu'il y a une autre possibilité de chercher la valeur de taux de S sans passer par ces calculs-là? Et puis, c'est ce qui va permettre en fait de déterminer aussi les formules de Freinet. Euh, Parce que tout simplement, donc avant de calculer la torsion, je dois déterminer les formules de Freinet. Donc on a déterminé, on a d de temps sur ds égale à rho s mu s. On a d de bêta sur ds est égal à tau s mu de s, mais on n'a pas euh, la formule de d mu sur ds, à quoi ressemble. Donc, je vais commencer tout d'abord par calculer. Alors, vous avez les éléments suivants. Je vais commencer tout d'abord par calculer, par dériver la norme de mu au carré qui est égal à 1. Alors, mu de s, on obtient mu de s scalaire du demi sur ds qui est égal à 0. Ça veut dire que d demi sur ds n'a pas de composant sur mu de s. Alors, on va prendre l'élément suivant. Regardez, donc en dérivant, on dérive taux de S scalaire mu de S qui est égal à 0. On obtient la chose suivante. Ceci est équivalent en dérivant, donc c'est d de taux sur ds scalaire mu de S plus taux de S scalaire de demi ds qui est égal à 0. Donc, je vais remplacer mu de S par son expression qui est rho de S, par l'implication de S par son expression qui est rho de S mi de S, on obtient la chose suivante. Donc, rho de S scalaire fois mi de S scalaire mi de S plus taux de S d demi sur ds c'est égal à 0. Alors, ceci est égal à combien? Il est égal à 1, puisque c'est un repère orthonormé. Et s'ensuit la chose suivante. Donc, le taux de S scalaire de demi par rapport à ds égale à moins rho de S. Ça veut dire que la composante de d demi par rapport à taux de S est égale à moins rho de S.
Alors, de même, on calcule, on dérive taux de S, pardon, on dérive par rapport à, on dérive l'équation suivante. Bêta de S scalaire mu de S égale 0. On obtient, donc je dérive cette équation, donc j'obtiens d de bêta sur ds scalaire mu de S plus bêta de S d mu sur ds est égal à 0. Ceci donne la chose suivante, donc je remplace d bêta euh, par rapport à ds par la torsion taux S mu de S. C'est l'équation, c'est la deuxième équation de ces réfrénés, scalaire mu de S, plus bêta de S, scalaire de demi de S, est égal à 0. Voilà, de la même façon, ici, ceci est égal à 1. Donc, bêta de S du demi sur ds est égal à moins bêta de S. Il s'ensuit les éléments suivants. Donc, les formules de Freinet sont regroupées de la façon, voilà, donc, en dérivant taux de S, il vient que taux de S scalaire d demi est égal à moins rho. Bêta de S scalaire d demi est égal à ds est égal à moins taux de S. Et voici les formules de Freinet sont regroupées de cette façon-là. Alors, on pourra quand même choisir, c'est par convention, on pourra mettre ici le plus, ici moins. C'est possible de faire ça aussi, d'accord? Mais sinon, on pourra laisser les choses comme elles sont. Donc, voilà, c'est juste par convention. Alors, rappelez-vous que, il faut noter que R de S, c'est le rayon de courbure, c'est 1 sur rho de S, et le rayon de torsion, donc, il est euh, noté par 1 sur rho de S. Par conséquent, donc, les formules de Freinet devient les formules suivantes. Les formules de Serre et Freinet, pardon, devient les formules suivantes. Maintenant, on va passer euh, au deuxième cas, à un cas particulier, donc, lorsque la torsion est nulle. Alors, on doit tout d'abord, désignant toujours par gamma un arc régulier ou unité de classe CK, où VK supérieur ou égal à 3. Son point d'inflexion défini par une paramétrisation normale, G de I en valeur dans R3, qui à chaque S on fait associer MG de S. Et vous devez calculer le G' de S. Vous avez G' de S est égal à taux de S. Vous avez G seconde de S qui est égal rho de S, mu de S. Et vous avez le G, la troisième dérivée, qui est égal moins rho carré de S.
ton S, donc elle est portée sur ton, plus rho prime de S mu de S, plus la dernière qui est moins rho S, le deuxième appareil non pétant de S. Alors, si taux de S égale 0, ça veut dire que la troisième dérivée, donc elle est portée par taux de S et mu de S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que G seconde, G prime et G seconde et G, la troisième dérivée sont des fonctions qui sont collinéaires. Alors, d'où on peut parler du théorème suivant. Regardez. Donc, soit gamma a un arc régulier orienté de classe séquent avec A supérieur ou égal à 3, son point d'inflexion pour que le support de gamma soit contenu dans un plan, il suffit que la fonction torsion de gamma soit nulle. Donc, je répète encore une fois. Soit gamma un arc régulier orienté de classe séquent, son point d'inflexion pour que le support de gamma soit contenu dans un plan, il suffit que la torsion de gamma sera nulle. Ça veut dire, alors l'hélice que nous avons tout à l'heure, l'hélice avant. Lorsque je fais la projection sur le plan, ça veut dire que la torsion, ça veut dire que j'aurai un cercle. Alors, un cercle, c'est la projection de l'hélice circulaire sur le plan. Quelle est la différence entre le cercle et l'hélice? C'est que votre torsion, dans ce cas-là, elle est égale à zéro. Donc, l'hélice, la courbe ne se tord pas. On n'a pas de valeur dans l'espace. Ça veut dire que la torsion, donc, permet d'avoir un volume de l'espace. D'accord? Donc, la torsion il est égale à zéro. On obtient un cercle. La courbure, elle est là, mais la torsion, elle est égale à zéro. D'accord? Euh, voilà, donc d'une façon générale, c'est ce qu'on veut dire par ce théorème-là. Mais on doit quand même faire la démonstration. Donc, vous avez gamma, un arc régulier, un gamma irrégulier, son point orienté, son point d'inflexion, dont mi de S existe. Ça veut dire mi de S existe. Et par suite aussi, la torsion, elle est là. Alors, montrons l'équivalence. Donc, je dois montrer que lorsque G de G appartient au plan P, si le plan délimité par la torsion et la normale principale, nous avons automatiquement, ça veut dire que je dois montrer la chose suivante. Donc, G de I inclus dans le plan P, délimité par la torsion et la tangente et donc orienté par la tangente, bien dirigé par la tangente et la normale principale, ceci équivalent que la torsion de S égale 0. C'est ce que je vais chercher à démontrer. Alors, on va supposer, donc on va montrer les choses dans les deux sens. Donc, le premier sens, on va supposer que GI est inclus dans le plan et on va chercher la valeur de taux de S qui doit être égale 0. Donc, soit IG une base de P, soit, donc on va considérer IG une base de P. On va considérer un certain point S0 appartient à G. Ou non, donc je vais chercher le vecteur directeur, euh, le vecteur suivant, donc G de S0, GS est égal à alpha de S, il est porté par I, et il est porté par G. Bêta de S, ce n'est pas, bêta de S, ce n'est pas le bêta de S qu'on connaît, mais cette fois-ci, c'est juste une correction. Alors, on calcule G' et G seconde. On va calculer G'. Ça veut dire que G de S est égal à G S0 plus alpha de S, I plus bêta de S, G. Donc, on va calculer les deux
les deux vecteurs, les deux éléments, donc je dois calculer G' de S est égal alpha prime de S I plus bêta prime de S G. Ça veut dire ici que G' de S appartient au plan. Il est porté par le plan IG. Alors, on doit aussi calculer J seconde de S, alpha seconde de S porté par I, bêta seconde de S porté par G. Elle aussi, ceci implique que J seconde de S appartient aussi au plan P. Or, G' de S et G seconde de S, ce sont des fonctions, des éléments qui sont libres. Parce que tout simplement, nous avons la courbe et son point d'inflexion. Donc, on a dit que dans ce cas-là, G' de S, G seconde de S constitue un système libre. Donc, donc, le système, ou bien le plan P, il est engendré par G' de S et G seconde de S. Et on a le droit de dire ça parce que le cardinal du système, il est égal à 2, c'est exactement le cardinal de l'espace que nous avons. Donc, c'est aussi, puisque G' de S, c'est vect, G' de S, c'est taux de S, et G seconde de S, donc c'est mu de S, mais divisé, en fait, fois le rho de S. Donc, je vais écrire G seconde de S, c'est mu de S, tout simplement. Donc, les deux vecteurs permettent d'engendrer l'espace que vous avez, le point que vous avez. Par conséquent, toutes les vecteurs du plan s'écrivent en fonction de taux de S et mu de S. Maintenant, or, par définition, du vecteur de série freinée. Nous avons bêta de S qui est la, le binormal est perpendiculaire au taux de S. Et aussi, nous avons bêta de S qui est perpendiculaire à mi de S. Donc, bêta de S est perpendiculaire au plan P. Donc, est perpendiculaire au plan P. Alors, c'est un plan qui est fixe. Donc, bêta de S est constant. P, un plan fixe. Ce qui permet d'en déduire que d bêta sur ds, dans ce cas-là, est égal à 0. Par conséquent, notre torsion est égale à 0. Alors, donc on va voir les choses dans l'autre sens. On suppose que θ de S égale 0.
Alors, qu'est-ce que nous avons? Des bêta ds qui est égal à taux de S, mu de S, elle aussi, il est égal à zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bêta de S égale à une constante en d'autres termes que le plan. Donc, ça veut dire que le plan P, ou bien l'espace engendré par les deux éléments de S, mu de S, définissent un plan qui est fixe. Par conséquent, donc, tout vecteur G S0, GS scalaire, scalaire bêta, donc si je cherche la dérivée de ce vecteur-là, il est égal à G' de S scalaire bêta, qui est égal qui est égal à taux de S scalaire bêta de S qui est égal à zéro. Pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout produit scalaire, tout vecteur du plan S0 de l'espace donc scalaire bêta donc est égal à une constante. Alors, si S est égal à zéro et c'est égal à S0, nous avons G de S0, G de S scalaire bêta qui est égal à zéro, correspondait dans le plan fixe. Donc, tout vecteur GS0, GS appartient au plan P. Parce que G de S0, G de S scalaire bêta est égal toujours à zéro. Et voilà, donc on a démontré que tout vecteur, en fait, lorsque la surface ou bien l'espace, vous avez des dimensions planes, vous avez la torsion, elle est égale à zéro. Mais si la torsion est égale à zéro, ça veut dire que vous êtes dans le plan. Donc, dans ce qui suit, donc, on va étudier un petit peu la position locale de la courbe par rapport à son trièdre de Freinet. Donc, on suppose que vous avez un certain gamma régulier. Donc, vous avez un certain gamma régulier de classe CK avec K supérieur ou égal à 3. Vous avez
euh, donc gamma régulier, de classe CK, K supérieur ou égal à 3. Quand je dis CK et K supérieur ou égal à 3, donc c'est toujours il est régulier. Bon, il y a une particularité, c'est que la dérivée existe mais est égale à 0, mais dans ce cas-là, il n'existe pas de dérivée égale 0 jusqu'à l'ordre 3. Donc, sans point d'inflexion, ça veut dire que G' est chez seconde de S en collinéaire et vous avez le G défini par G qui à chaque I, on fait associer R3 et à chaque S, on fait associer M est égal à G de S. Ici, c'est R. Alors, on va effectuer le développement de Taylor jusqu'à l'ordre 3. C'est G de T est égal à G de F plus T moins S, G prime de S plus T moins S, le tout au carré, G sur 2 factoriels, G seconde de S plus T moins S à la puissance 3 sur 3 factoriels, G seconde de S. On va essayer de remplacer ce G prime de S, c'est taux de S. G seconde de S, c'est rho de S mu S. G3, on va la remplacer par son écriture de tout à l'heure. Alors, donc nous avons en fait cité donc c'est G, c'est-à-dire G3 de S. Alors, ou bien sûr, donc T de S, mu de S définit le repère de Fermi, bêta de S. Donc, ou nous avons taux de S, mu de S, bêta de S. Alors, je vais rajouter M et le repère de ces réfrénés au point G de S. Alors, on a alors G de S, G de T, mon vecteur, il est égal T moins S, taux de S. T moins S, facteur. Alors, ici, j'ai taux de S, ici, j'ai taux de S, donc facteur de 1 plus certains éléments appliqués à taux de S, c'est-à-dire la composante sur taux de S. Nous avons aussi T moins S au carré. Ça veut dire on doit en fait rassembler les éléments qui sont de même vecteur, de même élément, les termes de même vecteur. Alors nous avons T moins S au carré sur 2 factoriels, donc fois rho S plus certains éléments de tout portés sur mu de S. Et la dernière composante, nous avons plus T moins S à la puissance 3 sur 3 factoriels. Donc ici, vous avez moins rho S dans S plus certaines composantes par rapport à bêta de S. Ça veut dire tout vecteur euh, GS, G de T, donc il est porté par les 3 vecteurs qui sont l'objet de repère de sa imprimée. Donc d'où, donc il est écrit ici, d'où en fait les projections de l'arc gamma sur les 3 plans de triangle.
Alors, on cherche maintenant à avoir des formules pratiques pour pouvoir calculer la torsion et la courbure. Alors, regardez, on calcul de la courbure et la torsion, soit gamma un arc régulier, orienté de R3, de classe CK. Si gamma est défini par une paramétrisation normale G, les formules de Freinet permettent facilement de calculer les fonctions courbure et torsion. On a tout d'abord moins, donc on a moins rho carré de S taux de S. Ça se calcule en calculant déterminant. Rappelez-vous la formule de rho de S donne G seconde de S, G triple de S. Alors, on a déjà parlé de rho de S dans le cas où vous avez le repère, vous avez en fait, dans le cas de dimension 3. Alors, si gamma est défini par une paramétrisation quelconque f, d'après ce qui précède, il existe G, une paramétrisation normale et S, un changement de paramètre. Vérifions la chose suivante. Alors, j'ai déjà f de t, une paramétrisation quelconque, qui est égale à G rho S appliqué à t. D'après les calculs précédemment cités, nous avons rho de S qui est égal la, le produit vectoriel de f' de t vectoriel f seconde de t sur la norme de f' de t à la puissance 3. Alors, en pesant S de t est égal à S, on a f' de t qui est égal à g' de S, S' de t. Nous avons f seconde de t qui est égal à g seconde de S, S' de t au carré, plus g' de S et seconde de t. Et on a f seconde, f3, la troisième dérivée. Alors, c'est exactement g', la troisième dérivée de S, de G, par rapport à S, S' de T, la puissance 3, plus G seconde de S à T, plus G' de S à T. D'après ceci, d'après les calculs que nous avons effectués tout à l'heure. On remarquera que pour calculer la torsion, le calcul des fonctions scalaires A et B est inutile. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de calculer avec les fonctions AT, A et B. Ici, c'est BT. Donc, BT. Vous aurez besoin de faire quoi? Juste de faire le calcul du déterminant. Déterminant, je vous devez calculer le déterminant de f' de S, f seconde de S, f3 de S. Alors, ceci est égal à quoi? Il est égal à S' de T au carré, J au carré à la puissance 6, déterminant G' de T, G seconde de T. Ça veut dire toujours on fait référence à la paramétrisation normale, G3 de T. Alors, bref, donc pour calculer la torsion, taux de S, il faut calculer le déterminant de f' de t
f seconde de t, f3 de t, divisé par la norme de f' de t, f seconde de t. Ok. Alors, on va maintenant calculer le mu de S et le rho de S, le bêta de S. Donc, on doit calculer mu de S et bêta de S. Pour cela, on aura besoin de quoi? Donc, soit gamma 1, bien sûr, orienté, et tout ce que vous voulez, orienté de R3, de classe CK, avec K supérieur ou égal à 3, défini par une paramétrisation normale G. G, paramétrisation normale. F, une paramétrisation quelconque, F paramétrisation quelconque de gamma, avec F de T est égal à G rho S T avec S, c'est l'abscisse curviligne. Je calcule F' de T, G' de S, S' de T. Je calcule F seconde de T, qui est égal à G seconde de S, S' de T, le tout au carré, plus G' de S, S seconde de T. Donc, je vais transformer les choses en éléments donc, qui sont, parce que G' de S, c'est taux, donc G seconde de S, c'est 8. Et je dois calculer, donc je vais écrire F' de T égale S' de T appliqué à taux de S, F seconde de T, c'est rho S, S' de T au carré, appliqué à mu de S, plus S seconde de T, appliqué à taux de S. Je calcule le produit vectoriel de F' de T, vectoriel F seconde de T, c'est égal à rho S, S' de T au carré, à la puissance 3 pardon, donc taux de S, vectoriel mu de S. Et voilà notre bêta de S. C'est déjà mentionné. Alors puis, pour calculer rho de S, il suffit de calculer les choses suivantes. Rho de S, c'est le produit vectoriel, la norme du produit vectoriel de F' de T vectoriel F seconde de T sur la norme de F' de T à la puissance 3. Nous avons F' de T qui est égal à la norme de F' de T et bêta de S puisqu'il est égal à taux de S vectoriel mu de S.
est égal à taux de S vectoriel mu de S, mais il est égal aussi à, donc en appliquant, donc en cherchant en fait un peu de gymnastique de calcul, ça veut dire que je vais faire passer les éléments vers le sens, vers l'autre côté, donc j'aurai la norme de f' de t vectoriel f seconde de t sur f' de t à la puissance 3. Euh, non, je suis désolée, donc il y a une erreur. Donc, f' de t sur la norme de f' de t vectorielle, si vous n'avez pas de norme, il n'y a pas de norme ici, f' de t, f seconde de t. Alors, dès qu'on détermine le bêta, donc il s'ensuit que mu de S, c'est bêta de S vectoriel taux de S. Donc, on n'a pas de problème. Voilà, donc on va traiter un exemple qui permet là où vous avez une paramétrisation quelconque, ça veut dire une paramétrisation qui n'est pas forcément une paramétrisation normale. Donc on va calculer la courbure, la torsion et le binormal, ainsi que la torsion. Ça veut dire on va définir les éléments qui permettent de définir le repère de Freinet dans ce cas. Alors nous avons gamma, l'arc paramétré par f de t, x de t, y de t, t carré sur 2, z de t, qui était à la puissance 3 sur 6. Donc, on calcule f' de t tout d'abord. F' de t, c'est quoi? Alors, c'est 1, t, et nous avons ici t carré sur 2, sur 3, sur 2, pardon. Je calcule f seconde de t. Alors, c'est 0, 1, ici, c'est t. Je calcule f3, la troisième dérivée, f de t, f3. Donc, c'est 0, 0, 1. Oui, on fait quoi? On va appliquer la formule de ρ de S. Rho S, c'est quoi? Rho S, c'est la norme de f' de t vectoriel f seconde de t sur f' de t, sur la norme de f' de t, qui est égale, donc à la puissance 3, qui est égale ici à un certain. Donc après avoir fait les calculs nécessaires, vous avez un plus t carré sur 2 à la puissance moins 2. Donc je calcule la torsion. Donc torsion de S liée à f' de t sur la norme et la paramétrisation quelconque aux normes. Alors, ceci égale à 1 plus t au carré sur 2 à la puissance moins 1, vecteur fois 1 t, t carré sur 2. Donc, c'est le vecteur f' t. On calcule bêta de S. Bêta de S, c'est f' de t vectoriel f seconde de t sur la norme de f' de t vectoriel f seconde de t
Il est égal, donc déjà apparaît, donc il est égal à ça. C'est 1 plus t carré sur 2 moins 1, t carré sur 2 moins t1. Donc, je calcule la normale principale qui est mu s est égal bêta de s, torsion de s est égal 1 plus t carré sur 2 moins 2. Donc, t plus t carré, t à la puissance 3 sur 2, moins t à la puissance 4 sur 4 moins 1. Voilà, donc t plus t à la puissance 3 sur 2. Et enfin, donc je calcule la torsion. Taux de S, c'est quoi? Donc, c'est moins le déterminant, pardon, de F prime de T, F seconde de T, F3 de T, F prime de T, vectoriel F seconde de T au carré, qui est égal à moins 1 plus T carré sur 2 à la puissance moins 2. Voilà. Donc, et on peut calculer tous les éléments qui constituent le repère de série freinée. Donc, je rappelle que le repère de série freinée, c'est le repère M, tau, mi et bêta. Et les invariants sont la courbure et la tension. Tau de S. Et sur ce, donc, on a terminé le premier chapitre sur les courbes. Et on va, la prochaine fois, on entamera le deuxième chapitre. Le troisième chapitre, pardon, donc, qui est sur les surfaces. J'attends vos questions. Je